Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est le premier numéro de la rubrique pour aller plus loin. Et donc, c'est suite à l'enquête sur la fibromyalgie, on va essayer d'aller explorer plus en avant des pistes qui ont été abordées lors de l'enquête en hypnose régressive. Alors, on va commencer assez fort parce que, à mon sens, explorer ce qui fait le lit de la fibromyalgie, ça commence par briser le silence sur les abus sexuels dans l'enfance. C'est un gros morceau. Lors de l'enquête en hypnose régressive, il a été évoqué à un moment la survenue d'un événement suffisamment traumatisant pour qu'il y ait un avant et un après, et un événement qui échappait à toute compréhension compte tenu de l'âge auquel était arrivé l'événement, ce qui correspond assez bien à la survenue d'un abus sexuel dans l'enfance. Alors, pour cette partie-là, enfin cette piste-là, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de Bruno Clavier, qui est un psychanalyste transgénérationnel, un des rares psychanalystes justement à s'intéresser au transgénérationnel. Et il a écrit plusieurs ouvrages, et en particulier, il a fait une conférence. Alors là, je vais devoir prendre mes notes parce que je ne me souviens pas du titre exact de la conférence, qui s'appelle, je crois, Briser les schémas de répétition. Et alors pour lui, en fait, un abus sexuel dans l'enfance, c'est une véritable bombe à retardement qui peut avoir des effets bien plus tard dans la vie et qui risque de toucher en particulier les muscles et les nerfs. Et il émet l'hypothèse, parce qu'il a quand même eu pas mal de cas, où euh, la fibromyalgie, c'est pour lui un des marqueurs principaux d'abus sexuel dans l'enfance. Le problème, c'est que quand il y a un tel abus, le choc est tel et l'incompréhension est telle qu'il se produit très souvent ce qu'on appelle une amnésie post-traumatique. Donc évidemment, après, pour aller faire le lien, c'est assez compliqué. Et pourtant, pour lui aussi, il n'y a pas guérison tant que la mémoire n'est pas retrouvée. Alors, pour retrouver la mémoire d'un événement traumatique, déjà, il faut que la personne atteigne, j'allais dire, un seuil de, comment dire, il faut qu'elle en ait tellement marre de subir ce qu'elle subit qu'elle a vraiment envie d'aller regarder et fouiller, ce qui est des fois pas très beau. Alors donc, il y a plusieurs thérapies, en particulier l'EMDR, qui est une façon de se reconnecter à ses souvenirs avec des mouvements oculaires. Et puis, bien sûr, il y a l'hypnose régressive. Alors, évidemment, on peut trouver l'hypothèse de Bruno Clavier un petit peu radicale, mais dans les quelques cas de fibromyalgie que j'ai dans mon entourage, je connais au moins une personne qui a eu des abus sexuels dans l'enfance. Donc, je pense que c'est une piste à considérer, du moins à ne pas négliger. Ensuite, il est apparu également pendant l'enquête un certain ras-le-bol des rôles à assumer, euh, en particulier quand on est femme, puisque la fibromyalgie, je crois, touche à 80% des femmes, si ce n'est plus, par rapport aux hommes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes, mais bon, c'est en grande majorité des femmes. Et donc, cette façon de s'effacer au rôle demandé par la société, que ce soit le rôle de mère, d'épouse, d'employé modèle ou de patronne modèle, enfin, tout ça. Donc, cette piste de la négation de ses besoins fondamentaux a été développée, là aussi, il faut que je regarde mes notes pour ne pas me tromper sur le nom, par Corinne Colin-Bellet dans une vidéo. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Et pour elle, les fibromyalgiques en fait, sont des personnes hyperactives, très courageuses, souvent trop gentilles, trop bonnes et qui évidemment vont tendance à en faire beaucoup pour les autres et peut-être pas assez pour elles-mêmes. Et alors pour elle aussi, dans le façonnage des 12 premières années d'une personne fibromyalgique, on retrouve un certain nombre de ce qu'elle appelle des conflits sous-jacents. Je vais vous en citer quatre. La dévalorisation profonde, le sentiment d'impuissance, le sentiment de chuter,
de tomber sur soi et la séparation. Donc on retrouve quand même cette notion de ne pas se mettre en avant, voire de se suradapter ou de se soumettre. Et pour elle aussi, le but d'une réelle thérapie, qui ne serait pas uniquement palliative, là, comme ce qu'on propose actuellement la plupart du temps, ce sont des antidépresseurs et des antidouleurs qui peuvent avoir leur effet, mais enfin, ça va pas à la source, c'est un pansement. Donc pour elle, le but d'une réelle thérapie, c'est de reprendre en charge ses besoins fondamentaux, en fait, hein, et de reconquérir l'estime de soi pour vraiment se positionner en tant que personne à part entière et pas uniquement au service des autres. Je pense que ça va parler à pas mal d'entre nous. Voilà. Et puis, si l'on revient à l'étymologie de la fibromyalgie, c'est une douleur musculaire, hein, myalgie, hein, ça dit bien ce que ça veut dire, qui va entraîner une réduction des mouvements, puisque par définition, les mouvements font mal. Et ça a conduit un autre chercheur, pareil, il faut que je retrouve son nom, Stefano Mucaria, un autre chercheur en décodage biologique, à s'interroger. Et pour lui, puisque la maladie empêche le mouvement, il se pose la question, quel mouvement dans la vie de la personne n'a pas pu être fait, ou quel mouvement a été fait, mais a eu des conséquences catastrophiques? Ça peut être intéressant de se poser la question. Et selon lui toujours, un indice supplémentaire peut être donné par la localisation des muscles atteints. Est-ce que les muscles atteints, s'interroge-t-il, auraient pu être plus performants pour sauver quelqu'un, point d'interrogation, ou pour se défendre face à une agression? Toujours intéressant. Alors, je le cite là mot pour mot. Comment réagit en toute logique un être humain qui fonctionne dans l'action? Lorsqu'un mouvement vital n'a pas été possible ou un mouvement, un geste a amené du mauvais, point d'interrogation. L'intention de bouger est toujours là, mais le muscle la désamorce pour solutionner ce qui a été vécu de façon choquante. Si on voulait résumer avec une phrase, il est vital d'être dans l'action et en même temps, je ne vais pas y arriver ou ça amène du mauvais. Le mouvement doit donc être bloqué au niveau du muscle. Et le corps prend parfaitement en charge ce que le cerveau conscient n'a pas pu solutionner. Le corps trouve une solution qui est dramatique, qui est catastrophique, mais qui en est une à ce que le conscient n'a pas pu solutionner. Et ça, c'est très vrai pour, pas seulement pour la fibromyalgie. Très souvent, la maladie, j'allais dire, c'est la seule solution qu'a trouvé le corps pour résoudre quelque chose, même si nous, on ne trouve pas que la solution est terrible. Voilà. Et pour ce chercheur, donc Stefano Mucaria, dans l'inconscient, une atteinte des muscles signifie une dévalorisation dans l'impuissance. Il est vital d'arrêter le mouvement car il est intimement ressenti comme voué à l'échec dès le départ. Donc c'est inutile de faire ce mouvement puisque ça servira à rien. Donc autant ne pas se mettre en danger en faisant un mouvement qui ne va pas aboutir en fait, hein. Voilà, donc il s'agit de deux, trois pistes en fait pour aller un petit peu plus loin dans l'enquête sur la fibromyalgie. Aller plus loin vers la compréhension parce qu'en fait, à mon sens, guérison rime avec compréhension. Voilà, donc il y a d'autres pistes, hein, c'est pas du tout exhaustif, mais ça peut, disons que ça peut donner envie à certaines personnes atteintes de fibromyalgie de faire leurs propres recherches et d'entamer un chemin qui est pas, c'est pas une partie de pique-nique en fait, mais qui est parfois la seule façon d'aboutir à un réel soulagement. Et donc ça en vaut peut-être la chandelle. Voilà. Sur ce, ben, je vous dis à très bientôt et bonne exploration. À très vite.